Madame, Messieurs, bonsoir. Dans les titres, décentralisation, la marche du pouvoir vers les régions, la répartition des conseillers régionaux par département et catégorie, réglée par un acte du chef de l'État, le respect des équilibres renforcé par ce décret présidentiel signé hier, réaction et explication dès l'ouverture du 20h30. Grand dialogue national, le temps de l'action. Le comité chargé du suivi des recommandations réunit ce jeudi à Yaoundé un plan d'action adopté pour une mise en œuvre sans délai. Les échos du conclave retentissent dans ce journal. Et dans notre rubrique Destination Cameroun, chasse au trésor de la tradition au pied des hauts plateaux. Nous irons à Baham pour visiter la chefferie supérieure Bapa et la grotte sacrée de Fovou, découverte dans le cours de cette édition. Voilà pour les titres. Et tout d'abord, un geste barrière et un message avant les détails. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Les choses se précisent quant à l'élection des conseillers régionaux. Un des deux décrets signés par le président de la République fixe le nombre de conseillers par département et par catégorie. Répartition des sièges à travers le pays, Lucrèce Mebenga. Égalité, équité, ce sont quelques-uns des critères qui se dégagent de ce décret du président de la République fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. D'abord, l'égalité. S'agissant des représentants du commandement traditionnel, dans la plupart des cas, ces places ont été divisées par le nombre de départements de la région concernée. Le principe d'égalité s'applique également aux délégués des départements. Conformément à l'article 5 de la loi de 2019, tous les arrondissements disposent à la base d'un conseiller régional. La région du Centre est une parfaite illustration du principe d'égalité. Puis s'ajoute le principe d'équité lorsqu'après le critère d'égalité, il y a un reste. En fonction de la taille de la population, un département est donc plus pourvu qu'un autre en conseillers régionaux. C'est le cas dans le Haut-Nyon, région de l'Est, et de la Vina, dans la Damawa. Le même principe d'équité s'applique aux représentants des commandements traditionnels. Les départements qui disposent de plus de chefferies se voient dotés de sièges en plus. On a pu le constater dans le Coupé Manengumba et dans la Magnou, région du Sud-Ouest. Enfin vient l'arbitrage. Conformément au pouvoir que lui confère la Constitution, le président de la République a veillé à ce que, malgré les principes d'égalité et d'équité, aucun département n'ait dès ce décret la majorité absolue au risque de s'arroger les futurs exécutifs régionaux. C'est le cas du Vouri dans le littoral et de la Benoué dans le nord. Ces décrets ont, à l'oreille des politiques, un raisonnement de cloche-réveil. Les acteurs politiques rencontrés à Yaoundé par notre reporter accueillent favorablement ces textes du chef de l'État. Florilège de réaction, Oswald Medon. Dans la marche du Cameroun vers la décentralisation, c'est un nouveau palier qui vient d'être franchi. Le palier que tout le monde attendait. Ces décrets finalisent la mise en place de toute la législation nécessaire pour ces élections dans la sérénité, mais aussi symbolise l'engagement du président d'accélérer la décentralisation. Tous saluent un geste républicain, signe d'un pays jaloux de ses institutions. Je constate avec satisfaction que petit à petit, nous sommes en train, effectivement, de mettre en place les organes et institutions dérivés ou annexes qui avaient été convenus. Preuve de leur importance, les décrets du chef de l'État ont définitivement mis en branle les formations politiques. Ces deux décrets sont désormais là. Ils plantent dans le décor. Il appartient à tous les partis politiques qualifiés de retrousser les manches, descendre dans l'arène et aller à l'assaut de la conquête des conseillers régionaux. Mais déjà place au terrain, où il est impératif de marquer sa présence, la conquête de l'électorat passe surtout par là.
Les chefs traditionnels se tiennent prêts pour la bataille électorale. Ils expriment leur satisfaction à la suite des décrets d'hier mercredi. L'autorité traditionnelle entend tenir un rôle d'acteur incontournable dans la gouvernance locale. Éric Benjamin Lamère. Ils seront 200 à siéger au sein des 10 conseils régionaux qui seront mis sur pied sur l'ensemble du territoire. 200 chefs traditionnels de premier et deuxième degré qui entendent impacter significativement le développement à la base. Le chef traditionnel a cette particularité qu'il vit avec la communauté à la base. Il partage au quotidien. C'est les problèmes des communautés. Le chef traditionnel est un acteur de développement qui est permanent. S'ils se réjouissent de l'imminence de la mise en place des conseils régionaux, ils entendent tout faire pour surmonter les frustrations légitimes qui pourraient se manifester du fait du nombre limité de places et de certaines disparités. Il y a effectivement le fait que certaines régions seront lésées dans le sens qu'ils sont tellement plus nombreux que d'autres. La sagesse et les valeurs ancestrales incarnées par ces gardiens de la tradition pourraient apporter un supplément d'âme à nos collectivités territoriales décentralisées. Absolument. Parole à présent à un politologue, Stéphane Zanga, qui est enseignant à l'université de Yaoundé 2 SOA. Pour cet universitaire, les textes d'hier sont un accélérateur du processus de décentralisation et la répartition des délégués par département répond à un double besoin d'équilibre et d'équité. Éclairage dans ce reportage de Franck Evina. Le processus est irréversible. Le grand gala électoral devant aboutir à la mise en place des conseils régionaux est imminent. En définissant les modalités de la tenue de ces consultations, une démarche inclusive guide l'action du chef de l'État. Les nombres de conseillers épousent la sociologie de la région. Par exemple, pour le cas d'Union Ekele, le nombre de délégués est supérieur à celui du Mfundi. Si vous pensez que le critère, c'est la taille de la population, je vous dis, vous avez fait faux parce que le Mfundi est plus élevé sur le plan de la démographie que l'Union Ekele. Donc, vous remarquerez que c'est la sociologie qui a été prise en compte pour éviter de léser certaines catégories sociales. Dans ce souci d'équité, le président de la République consolide aussi politique et tradition. Le chef de l'État travaille avec les services techniques du ministère de l'administration territoriale qui lui met à sa disposition un fichier de chefs traditionnels. L'idée, c'est d'impliquer toutes les composantes sociales dans la gestion des institutions de gouvernance locale. Comme je l'ai toujours pensé, la résolution de la crise dans les régions du nord et sud-ouest du Cameroun passe par le parachèvement des institutions de la décentralisation. Ce n'est pas une crise indépendantiste, c'est une crise d'autonomie. Le chef de l'État l'a compris, les élections régionales qui pointent à l'horizon sont une autre réponse aux attentes des collectivités en quête d'autonomie. Quelques échos du Cameroun profond dans la région du Nord-Ouest par exemple. Les populations saluent le décret présidentiel qui fixe le nombre des conseillers régionaux par département et par catégorie. Plusieurs souhaitent que ces conseillers régionaux soient animés par des personnes de bonne moralité, capables en tout cas de trouver des solutions aux nombreux problèmes de la région. Laurent Chissoubé. La mise en place effective du Conseil régional sera une étape décisive dans le processus de la décentralisation. Le Nord-Ouest concerné au premier chef se réjouit de ce décret présidentiel qui fixe le nombre de conseillers régionaux par département et par région. Nous sommes comblés maintenant que le chef de l'État a sorti ce décret. Et le décret précise le nombre des délégués départementaux et le nombre des chefs traditionnels qui vont participer, qui seront élus dans les différents départements. Le décret fait réjouir certes, mais cependant les populations du Nord-Ouest souhaiteraient voir au sein de ce conseil régional des délégués de département dotés de bonne moralité. Nous aimerons avoir les hommes qui sont intègres, impartials et qui reflète le développement et l'espoir de notre population. Le décret présidentiel qui s'inscrit dans la mise en œuvre des résolutions du grand dialogue national traduit la volonté réelle du président de la République de confier la politique du développement local aux régions. De l'enthousiasme, voilà ce que suscite l'acte du chef de l'État dans la région de l'Ouest. Les conseillers municipaux et chefs traditionnels approchés par nos équipes à Bafoussam se disent fiers du décret présidentiel signé hier. Christelle Kémonier.
La répartition des conseillers régionaux dévoilée par le décret du président de la République, Paul Biya, alimente toutes les conversations à Bafoussam. Les conseillers municipaux se réjouissent de cet acte car cela est une avancée considérable dans la mise en place du conseil régional. Nous avons apprécié ce décret à sa juste valeur. Ça permet déjà que nous soyons rassurés que la décentralisation sera enfin effective. Dans la région de l'Ouest, 20 conseillers régionaux seront les gardiens de la tradition. Le chef de l'État a compris que dans cet ordre d'idées, l'autorité traditionnelle ne serait pas mise en marche dans le cadre de la décentralisation et a prévu donc effectivement un certain nombre de places pour le commandement traditionnel. Tous n'attendent que la convocation du collège électoral, la sélection des candidats et l'élection des conseillers régionaux pour le parachèvement de la décentralisation. D'autres choses à présent, le grand dialogue national, vous vous en souvenez, c'était il y a presque un an déjà. Le comité chargé de suivre les recommandations de cette instance s'est réuni pour la première fois ce jeudi à Yaoundé. C'était sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Laurentine Bekono. Pour une grande première, ce fut un coup de maître. La première session du comité de suivi des recommandations issues du Grand Dialogue National s'est achevée à l'immeuble Étoile sur un sentiment général de satisfaction. Les travaux ont été riches et très fructueux à bien des égards. Ils nous ont permis de passer en revue les mesures déjà prises par le gouvernement dans la réalisation des aspirations à la paix, telles qu'envisagées par le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya. Les membres du comité ont massivement répondu présents, y compris les personnalités invitées pour leur expertise. Les contributions des uns et des autres ont été à la hauteur des attentes. C'est dans cet état d'esprit que les leaders religieux de tous bords, officiant comme membres du comité, ont lancé en direction des jeunes encore retenus en brousse. Appel à déposer les armes, appel à rejoindre la plateforme de dialogue mise en place pour trouver solution à leurs préoccupations. La violence, le combat n'a plus raison d'être. C'est l'ouverture à toutes les sollicitations, l'ouverture à toutes les doléances. Nombre de résolutions adoptées au cours de la session portent ainsi sur la réinsertion sociopolitique des ex-combattants, le retour des réfugiés, la reprise effective des classes dans toutes les localités du pays, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dès la prochaine rentrée scolaire et universitaire le 5 octobre 2020. Une stratégie robuste de communication sera élaborée pour porter le message de paix, de réconciliation et de reconstruction nationale à tous les Camerounais de bonne volonté. Et pour nous rafraîchir un peu la mémoire, vous et moi, reparcourons les recommandations majeures de cette rencontre historique que fut le Grand Dialogue National, initié, comme vous le savez, par le chef de l'État. Ouvrons donc le bloc-notes de Séverin Alégambélé. Aux assises à l'échelle nationale, organisées au Palais des Congrès de Yaoundé, du 30 septembre au 4 octobre 2019, les délégués étaient sortis conscients d'avoir fait un travail de fond pour le rétablissement de la paix au Cameroun. La commission décentralisation épicentre de la réflexion commune avait proposé des solutions concrètes pour la promotion du développement local et la sortie de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il m'a semblé que le problème était de trouver le chat qui attrape les souris. Et le chat qui attrape les souris, c'est la décentralisation. Quand nous avons fait la Constitution, nous avons prévu effectivement qu'on peut avoir un statut spécial. Statut spécial, ça veut dire quoi? Ça veut dire un statut adapté aux spécificités typiquement anglo-saxonnes. Et il a été unanimement reconnu que l'enfant ne peut pas être otage. La situation qui prévaut dans le nord-ouest sud-ouest. Le dialogue de 5 jours a touché presque tous les pans de la vie de la nation. On a par exemple proposé l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de cours sur la fraternité intercommunautaire, la restauration de la confiance entre communautés et l'engagement civique pour renforcer la cohésion sociale nationale. Relativement au système éducatif, il était proposé, entre autres, de veiller à ce que les réformes du secteur de l'éducation intègrent la nécessité de maintenir les deux sous-systèmes éducatifs. Le jeudi des régions nous conduit dans des zones à risque de la ville de Douala, victime comme d'autres agglomérations du phénomène d'inondation. Pourquoi ces sites
pourtant interdits sont toujours habités. L'enquête de Léon Bertrand en est faux. Paradoxe d'une cité de la dualité, Douala la Belle se revêt aussi d'ailleurs dans plusieurs de ses quartiers populaires. Ici à Newton Aéroport, Bougade est situé à quelques encablures de la principale place aéroportuaire de la sous-région Afrique centrale. Les bâtisses anarchiques et insalubres sont sortis des termes, réduisant la nature à sa plus simple expression. Non loin de Ndokoti, dans le 3e arrondissement, le quartier CCC nous accueille. Le visage terne, la localité présente encore les séquelles de la récente montée des eaux. Dans ces zones dites à risque, le débat reste et demeure celui de la libération des espaces. Parti oui, mais où? Question de riverains. Même la mangrove est plus que jamais menacée. Et pour ne rien faciliter, la météo n'a pas de bonnes nouvelles. Octobre sera un mois pluvieux selon les prévisions. Il faut donc déguerpir des zones à risque et les différents maires de la capitale économique qui travaillent d'ores et déjà selon des informations de terrain. Monique Félicité Tuen. Douala 5e, c'est la zone la plus touchée de la ville lors des inondations. Les quartiers Makepe Misoke, Bonamoussa Sable et bien d'autres ont baigné dans l'eau le 21 août dernier. Mais selon des prévisions, d'autres fortes pluies tomberont au mois d'octobre prochain. Pour éviter le pire, Richard Fegwang, maire de Douala 5e, a publié ce communiqué demandant aux propriétaires des constructions sur des draines et en bordure de cours d'eau de déguerpir avant mardi prochain. Les récalcitrants seront démolis sans toute autre forme de procès. Dès que tu casses une personne, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Mais il faut le faire à un certain niveau. Échapperont à ce vent de démolition ceux qui présenteront des documents légaux. Une question se pose alors. Qui délivre des titres fonciers et des permis de bâtir sur des terrains à risque? Il est clair que les transactions s'opèrent par des voies obscures, malgré les injonctions de l'administration. Vivement la fin de la délivrance de ces titres fonciers. Plusieurs ministres sont arrivés à Maroua ce jeudi. La délégation dépêchée par le chef de l'État doit évaluer les dégâts causés par les inondations dans l'extrême nord. Et le point a immédiatement commencé par la voirie urbaine de Maroua. Augustin Guizana pour les détails. Voici une vue aérienne de Salak, localité porte d'entrée de la ville de Maroua le jeudi 3 septembre 2020. Les quartiers situés le long de l'axe qui mène au chef-lieu de la région de l'extrême nord sont engloutis par les eaux. Depuis 2 semaines, des pluies diluviennes plongent la région dans le désarroi. La situation a amené le chef de l'État Paul Biya à dépêcher une mission interministérielle sur le terrain. C'est une délégation de 7 membres du gouvernement et que chaque membre du gouvernement qui est ici a un rôle particulier à jouer. L'administration territoriale, l'économie, l'habitat, les collectivités territoriales décentralisées, l'agriculture, l'élevage, tous les secteurs touchés par la furie des eaux sont passés au peigne fin. À la première étape, les membres du gouvernement reçoivent des explications des techniciens et des autorités locales sur l'ampleur des dégâts. Dans l'agenda de la mission interministérielle, il y a l'assistance du chef de l'État Paul Biya aux sinistrés des inondations de la région de l'extrême nord. La ville de Bamenda, pour sa part, reste sous le choc 2 jours après l'assassinat d'un policier en plein centre urbain par des individus encore non identifiés. Les activités reprennent progressivement, mais la peur et l'incertitude planent. Emmanuel Kolokou. Impossible de mener normalement les activités à Commercial Avenue et dans les autres lieux publics du 2e arrondissement de la ville de Bamenda. Face à l'incertitude, les commerçants et transporteurs ont abandonné momentanément leur gagne-pain. Certains conducteurs de motos de ce secteur sont allés travailler dans les artères de Bamenda 3 ou de Hope Station. Les usagers circulent librement dans ces autres parties de la ville, malgré la peur dans le ventre. Quand le marché est fermé, les 2 marchés sont fermés, il n'y a plus rien qui marche. La ville est complètement sec. En début d'après-midi, des coups de feu sporadiques ont été entendus. C'est la 3e journée que le centre-ville de Bamenda subit ces déconvenues suite aux tirs par balles sur des forces de l'ordre par des individus non identifiés. Un policier y avait perdu la vie. N'oublions pas
que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Prenons les dernières nouvelles de la riposte nationale contre le coronavirus. Les derniers chiffres affichent 742 cas encore actifs et 448 patients guéris. Information donnée par le docteur Georges Alain Etundimbala durant le point de presse quotidien qui vient tout juste de s'achever. Évariste Eyenga, vous êtes au centre des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste, expliquez-nous un peu cet écart qui s'amenuise de plus en plus entre les guérisons et les cas actifs. Bonsoir Romial, d'abord cette précision sur le chiffre, il s'agit de la situation épidémiologique globale, les cas confirmés, on en totalise 19 604 et les guérisons 18 448, et les cas actifs donc c'est 742 et c'est ce chiffre qui indique justement l'écart qui s'amenuise, l'écart qui se rétrécit donc entre les personnes malades et celles qui ont trouvé la guérison. Plus que 742 patients qui 742 personnes qui portent le virus et qui sont susceptibles de le transmettre en attendant d'éventuels autres cas au terme des prochains dépistages. Pour les hospitalisations, c'est 87 patients uniquement sur l'ensemble du territoire. Le taux de guérison a progressé de plus de 2%. Il est désormais de 94,1%. Le taux de létalité, le risque d'entraîner le décès est de 2,1%. Il est en dessous des 2,3% de l'ensemble du continent africain et bien en dessous des 3,5% du niveau mondial. C'est vous faire comprendre à quel niveau la maîtrise de la pandémie est de plus en plus certaine au niveau du Cameroun. Ce soir, on essaye de se position du Cameroun par rapport au pic. Notre expert ce soir, c'est le docteur Fabo. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Évariste. Voilà, vous êtes médecin et chargé de la formation à l'unité ici au COUPS. Dites-nous, lorsqu'on observe la situation épidémiologique du Cameroun en ce moment, est-ce qu'on peut déduire que le pic, on l'a laissé bien loin derrière? Déjà, il faut dire que depuis que le Cameroun est en épidémie de Covid-19, il y a particulièrement une semaine où on a remarqué un taux élevé des cas. Cette semaine, c'est la 25e semaine épidémique, où on a, qui est située entre le 15 et le 21 juin, où on a eu environ 2028 cas. Et depuis cette semaine, on n'a pas une semaine où on a enregistré jusqu'à 2000 cas. Donc on peut dire, on peut déduire que le pic est derrière nous. Ah oui, d'autant plus que ce pic avait été signalé au mois de juin dernier. Maintenant, qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une deuxième vague? Premièrement, le non-respect des mesures sociales par la population. Une rentrée scolaire qui n'est pas encadrée dans le respect des mesures barrières. Et aussi, l'ouverture des frontières qui n'est pas encadrée par le respect des mesures barrières peut entraîner un autre pic. Ah. D'accord, merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Romial, c'est vous qui avez souvent ce petit souci de le rappeler aux téléspectateurs de la CRTV. La maîtrise de la pandémie est certaine, mais la vigilance, il faut la maintenir. À vous le plateau. Tout à fait, Évariste, et nous allons garder la vigilance, mais alors toute la vigilance. Partons maintenant pour les hauts plateaux de l'Ouest, destination Baham, la localité connue pour le nom de son équipe de football, Fovu de Baham, présente des richesses touristiques, d'autres richesses rares, à l'image de la grotte sacrée ou même de la chefferie de Bapa. Voici Baham visité pour nous par Jean de Dieu Coignet. C'est sur le triptyque Homme, Nature et Croyance que la case patrimoniale de Bapa dans le groupement de Bangou, département de Haut-Plateau, a vu le jour. Né de la vision de Sa Majesté Simeu David. Un musée comme celui-ci, n'est-ce pas, pour vocation de conserver, de valoriser et même de promouvoir le riche patrimoine culturel d'un village comme celui-ci.
Ici, à travers le musée, il est question de partager la vie de ce peuple des rochers. Ici, dans l'espace Découvrez qui nous présente l'organisation de la chefferie, l'histoire de la guerre dite celle de 9 ans, la dynastie ayant régné à Bapa. L'exposition permanente au sein du musée s'articule autour de 7 espaces thématiques qui font la part belle à la mise en valeur des matériaux locaux et des symboles traditionnels. Autre lieu d'attraction, le département des Hauts-Plateaux est plein de symboles. C'est la grotte sacrée de Fouvou, située au quartier Bouqueux. Ici, pour accéder, le visiteur est obligé de se décoiffer. Les visiteurs viennent ici pour apprécier les merveilles de la nature. Ce rocher de plus de 5 mètres de hauteur est appelé cathédrale car abritant plusieurs sites de sacrifice. N'hésitez donc pas, si vous êtes en vacances, d'effectuer un tour à Baham. Dans le sud, le gouverneur de la région est allé à la rencontre des populations habitant le long du chantier de la route Olunou-Ovin. Félix Ngelengele sensibilisait sur la gestion des expropriations avant le lancement du bitumage début 2021. Charles Abossolo, Oba. Après des décennies de souffrance entre bourbiers et poussières, l'espoir rejaillit d'Olunou jusqu'à la frontière avec le Gabon en passant par Ovin et Vangan. Des localités situées le long de ce axe routier stratégique de 110 km. Avec l'annonce du démarrage des travaux de bitumage des 70 km du premier tronçon entre Olunou et Ovin, le rêve est de nouveau permis. Le premier défi est celui des indemnisations. Le gouverneur de la région du Sud, qui ne vaut aucune fausse note à cette étape du projet, a conduit une délégation sur le terrain pour sensibiliser les populations avant l'arrivée des experts. Nous allons, dans les tout prochains jours, faire venir les experts qui vont travailler avec les autorités de base pour évaluer les biens qui se trouvent sur l'emprise de cette route. Les travaux qui démarrent début 2021 devront durer 24 mois. Le Comité national paralympique du Cameroun prépare l'entrée en fonction d'une direction technique nationale. L'adoption du cadre juridique a eu lieu hier mercredi. C'était lors d'une session du conseil d'administration de l'organe tenue ici à Yaoundé. Évariste Yenga. Le processus est en cours, celui de la mise sur pied d'une direction technique nationale des sports pour handicapés. Les textes qui vont la régir sont déjà adoptés. La prochaine étape est celle du choix des ressources humaines. Nous allons lancer un appel d'offres pour que ceux qui veulent venir le fassent savoir en nous donnant leur CV. Et la sélection sera faite de la façon la plus rigoureuse possible. Dès le lendemain, il y aura du grand à moudre pour la nouvelle direction technique nationale et les entraîneurs nationaux. Il s'agira de préparer les athlètes qualifiés pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 dans le contexte de crise sanitaire. Puisqu'il s'agit d'athlètes parfois individuels, donc on a trouvé les lieux appropriés pour que la forme soit maintenue et nous espérons que les mesures seront assouplies pour permettre véritablement cette préparation qui se fait souvent en groupe. Le conseil d'administration a aussi adopté le projet des budgets révisés. Le comité national paralympique est en train de parfaire son organisation interne. Ainsi va donc le Cameroun ce soir. Dès demain, Atabadine Omar sera là pour les journaux du week-end. Merci à l'ensemble des équipes de production de la semaine et merci à vous-même, mesdames et messieurs, pour votre fidélité aux 20h30. Passez d'excellents moments sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.